Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « T'as rien fait pour moi ». Ce sont exactement ces mots-là. Je les ai entendus de mes propres oreilles, debout dans la cuisine de ma maison de Strasbourg, après qu'il m'ait reproché de ne jamais l'avoir soutenu financièrement pour ses études de médecine, de l'avoir laissé s'endetter seul pendant 6 ans, de ne jamais avoir été là quand il avait vraiment besoin d'aide. Mais cette fois, j'en avais assez. Assez de ces accusations mensongères, assez de cette réécriture constante de notre histoire familiale, assez de porter le chapeau pour des choix qui n'étaient pas les miens. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai sorti la lettre. Oui, moi, Bernard Lefebvre, 64 ans, ancien ouvrier métallurgiste devenu retraité, j'ai décidé de lui montrer cette lettre qu'il avait lui-même écrite et signée il y a 12 ans. Mon nom est Bernard, j'ai 64 ans. Et si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi un père comme moi a fini par sortir cette preuve que son fils avait voulu faire disparaître. Je ne suis pas parfait, je ne l'ai jamais été. Mais il y a une chose dont je suis certain. J'ai toujours fait de mon mieux pour mes enfants, même quand mes moyens étaient limités, même quand ils ne comprenaient pas mes décisions. Seulement ces mots, « T'as rien fait pour moi », ça a été l'insulte de trop dans la bouche d'un homme qui avait effacé de sa mémoire le plus grand sacrifice qu'un père puisse faire pour son enfant. Ce dimanche matin de janvier, la neige recouvrait Strasbourg d'un manteau blanc quand j'ai entendu la voiture de Julien se garer devant chez moi avec cette façon brutale qu'il avait maintenant de conduire. Mon fils de 32 ans débarquait pour le déjeuner familial mensuel, un rituel qu'il respectait plus par obligation que par plaisir depuis qu'il était devenu médecin urgentiste au CHU. J'étais en train de préparer le coq au vin d'Élisabeth, ma femme décédée il y a 3 ans, quand il a poussé la porte de la cuisine sans même sonner. À 32 ans, Julien était devenu cet homme froid et calculateur qui affichait sa réussite comme une revanche, portant ses costumes sur mesure même le dimanche et parlant constamment d'argent. « Salut, papa », a-t-il lancé en posant ses clés de BMW sur le plan de travail. Sa voix manquait de chaleur, comme toujours maintenant. Depuis qu'il gagnait plus en un mois que moi en un an, il me regardait différemment. « Bonjour, Julien », j'ai répondu en continuant à touiller ma sauce. « Comment va Céline ? » ?»« Elle va bien, elle viendra plus tard avec les enfants. » Il s'est servi un verre d'eau du robinet, évitant soigneusement le vin que j'avais ouvert pour l'occasion. « Papa, il faut qu'on parle. » Cette phrase me glaçait toujours. Quand Julien disait qu'il fallait qu'on parle, c'était généralement pour me faire des reproches ou me donner des leçons sur ma façon de gérer ma retraite. De quoi ? De ma situation financière. Il s'est assis à la table de la cuisine, celle où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant toute son enfance. « Papa, j'ai calculé. Avec mes remboursements de prêts étudiants, mon crédit immobilier, les frais de garde des enfants, il me reste à peine 2 000 € par mois pour vivre. 2 000 € pour vivre. Moi qui avais élevé 3 enfants avec 1 200 € par mois pendant des années, j'avais du mal à compatir. Mais je me suis retenu de faire la remarque. C'est serré, effectivement. Serré ? Il a éclaté d'un rire amer. Papa, tu ne te rends pas compte ? Avec le train de vie qu'on doit avoir dans notre milieu, c'est impossible. Votre milieu ? Cette expression me hérissait. Julien parlait maintenant comme s'il appartenait à une caste supérieure, comme s'il avait oublié d'où il venait. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Tu pourrais m'aider ? Il s'est penché vers moi, ses yeux brillants de cette avidité que je détestais. Tu as vendu la maison de grand-père l'année dernière. Tu as touché combien ? 150 000 €. La maison de mon père. J'avais effectivement hérité de cette petite maison ouvrière de Mulhouse, et sa vente m'avait permis de voir venir pour ma retraite. Mais Julien en parlait comme s'il s'agissait de son argent. Julien, cet argent, c'est pour mes vieux jours. Tes vieux jours ? Il a ricané. « Papa, tu as 64 ans, tu es en pleine forme, et puis de toute façon tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu vis dans cette petite maison, tu ne pars jamais en vacances. » Ces reproches me blessaient. Julien me reprochait maintenant ma modestie, ma simplicité, comme si c'était des défauts. « Et alors ? Alors tu pourrais me prêter 50 000 €. Il avait dit ça comme une évidence. Ça m'aiderait à éponger mes dettes et à respirer un peu. 50 000 €, le tiers de mes économies. L'argent que j'avais prévu pour d'éventuels problèmes de santé, pour aider mes autres enfants si nécessaire, pour garder un minimum de sécurité. Julien, c'est énorme. « Papa !» Il s'est levé brusquement, agacé par ma réticence. « Je suis ton fils qui a réussi, qui est devenu médecin. Tu ne peux pas me laisser dans la galère. Tu n'es pas dans la galère. » J'ai protesté.
Tu gagnes 8 000 € par mois. Tu as une belle maison, une belle voiture. » Justement, il gesticulait maintenant. « C'est ça le problème, j'ai des charges énormes, et tout ça, c'est parce que tu ne m'as jamais aidé. » Cette accusation m'a fait l'effet d'une gifle. Comment ça, je ne t'ai jamais aidé? Papa, sois honnête. Il pointait maintenant son doigt vers moi. Pendant mes 6 années d'études de médecine, qu'est-ce que tu m'as donné? Rien, que dalle. J'ai dû tout payer avec des prêts étudiants. Mais Julien, non. Il m'a coupé violemment. Laisse-moi finir. Tu crois que c'est normal qu'un père ne paye pas les études de son fils? Que je sois obligé de m'endetter pour 80 000 €? 80 000 €. Cette somme me donnait le vertige. Mais je savais très bien pourquoi Julien avait dû emprunter cette somme. Julien, tu sais très bien que... Que quoi? Il était en colère maintenant. Que tu n'avais pas les moyens? Que tu étais juste un petit ouvrier? Petit ouvrier, ces mots m'ont transpercé. Mon fils me crachait au visage mes origines modestes, comme si c'était une tare. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Il continuait son réquisitoire. C'est de voir mes collègues qui ont eu des parents normaux. Leurs pères ont payé leurs études. Ils ont pu se concentrer sur leurs cours au lieu de faire des petits boulots. Julien, regarde Antoine. Il citait un de ses collègues. Son père avocat lui a payé ses études, ET lui a acheté son appartement. Regarde Mathieu, son père chirurgien lui a trouvé un poste dans sa clinique. Et alors? Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu? Il était hystérique maintenant. Un père ouvrier qui m'a dit de me débrouiller, qui m'a laissé galérer, qui ne m'a jamais tendu la main. Ces accusations étaient si injustes que j'en avais la nausée. Julien réécrivait complètement notre histoire, effaçait tout ce que j'avais fait pour lui. Tu sais ce que ça fait d'être le seul à devoir travailler pendant ses études? Il continuait, implacable. D'être obligé de faire des gardes de nuit pour payer ses bouquins? De ne jamais pouvoir sortir avec les copains parce qu'on n'a pas d'argent? Julien, arrête. Non. Il a frappé du poing sur la table. Cette fois, tu vas m'écouter. Tu vas entendre ce que ton fils pense vraiment de toi. J'ai fermé les yeux. Cette scène me rappelait douloureusement les derniers mois d'Élisabeth, quand Julien lui reprochait déjà de ne pas assez l'aider financièrement. Tu sais ce que m'a dit Céline quand elle a rencontré ta famille? Il portait l'estocade finale. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais si stressée par l'argent, que j'avais grandi dans un milieu où on ne cédait pas. Mon milieu? Oui, il était triomphant maintenant. Votre mentalité d'ouvrier, chacun pour soi, pas d'ambition, pas de solidarité familiale. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de massue. Mon fils me crachait au visage mes valeurs, ma culture, ma famille, comme si c'était des choses honteuses. Tu veux savoir la vérité? Il s'est penché vers moi, le visage déformé par la colère. Tu as été un père défaillant, un père qui n'a jamais rien fait pour moi, qui m'a laissé me débrouiller seul. Et là, il a lâché la phrase qui a tout fait basculer. T'as rien fait pour moi. Rien. Tu es le père le plus égoïste que je connaisse. Ces mots ont résonné dans ma cuisine comme des coups de feu. Rien fait pour lui. Après tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais donné, toutes les nuits blanches que j'avais passées à m'inquiéter pour son avenir. Rien fait? J'ai répété lentement, sentant une colère froide monter en moi. Tu es sûr de ce que tu dis, Julien? Certain. Il était fier de son accusation. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Jamais. Je me suis levée calmement et je me suis dirigée vers le secrétaire du salon. Vers ce tiroir fermé à clé que je n'avais jamais ouvert devant lui. Ce tiroir où j'avais conservé pendant 12 ans le document qui allait pulvériser toutes ces accusations. « Qu'est-ce que tu fais ?» Julien me regardait, surpris par mon calme soudain. « Je vais te montrer quelque chose », j'ai dit en sortant une enveloppe jaunie. « Quelque chose que tu as écrit et signé il y a 12 ans, quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre. » J'ai ouvert l'enveloppe délicatement. Une lettre de renonciation, signée de ta main. Le visage de Julien a changé d'expression. Il commençait à se rappeler cette époque, cette lettre qu'il avait voulu faire oublier. « Papa », il a murmuré. « Non », j'ai claqué la lettre sur la table. « Cette fois, c'est moi qui vais parler. Et toi, tu vas écouter. Tu vas écouter ce que tu as écrit, ce que tu as décidé. » J'ai déplié la lettre, écrite de sa main de jeune adulte, et j'ai commencé à lire à voix haute. Je, sous-signé Julien Lefebvre, renonce par la présente à toute aide financière de mes parents. Julien était devenu livide. Il se souvenait maintenant de cette lettre, de ce choix qu'il avait fait et qu'il avait passé 12 ans à regretter. Et ce n'était que le début. Cette lettre contenait la vraie raison pour laquelle j'avais rien fait pour lui.
La raison qu'il avait choisi d'oublier. Julien s'était rassis lourdement, les yeux fixés sur cette lettre qu'il espérait ne jamais revoir. Je voyais dans son regard qu'il se rappelait parfaitement l'avoir écrite, qu'il se souvenait de ce moment de sa vie où il avait pris cette décision radicale qui allait déterminer tout son parcours étudiant. Je, sous-signé Julien Lefebvre, étudiant en première année de médecine, j'ai continué à lire, renonce par la présente à toute aide financière de mes parents Bernard et Élisabeth Lefebvre pour la durée de mes études supérieures. J'ai levé les yeux vers mon fils. Il évitait soigneusement mon regard, fixant obstinément ses mains posées sur la table. Cette lettre le confrontait à une vérité qu'il avait passé 12 ans à enfouir. Cette décision est prise en toute connaissance de cause et découle de mon désir d'indépendance totale vis-à-vis de ma famille. Ma voix portait dans le silence de la cuisine. Je ne veux plus dépendre de parents dont je ne partage ni les valeurs ni les ambitions. « Papa, arrête !» Julien a murmuré sans conviction. « Non !» J'ai frappé la table avec la lettre. « Tu as dit que j'avais rien fait pour toi. Alors écoute pourquoi, écoute tes propres mots. » J'ai repris ma lecture, ma voix tremblant légèrement d'émotion contenue. Mes parents Bernard et Élisabeth Lefebvre sont des gens simples qui ne comprennent pas mes ambitions. Ils vivent dans un monde ouvrier qui n'est plus le mien. Cette phrase me transperçait encore aujourd'hui. À 20 ans, Julien nous avait déjà reniés, catalogués, méprisés pour nos origines modestes. Ils m'ont proposé de m'aider à payer mes études, mais je refuse cette aide car elle viendrait avec des contraintes et des jugements que je ne peux plus supporter. J'ai continué. Je préfère me débrouiller seul plutôt que de rester dépendant de leur vision étriquée du monde. Vision étriquée. Nous qui avions trimé toute notre vie pour qu'ils puissent avoir de meilleures opportunités que nous qui avions économisé chaque centime pour lui offrir des études. Je sais que mon père Bernard travaille dur à l'usine Peugeot et que ma mère Élisabeth fait des ménages pour arrondir les fins de mois. La lettre révélait toute la condescendance de Julien à notre égard. Mais je ne veux pas que leur argent si durement gagné finance mes études. Je veux réussir par moi-même. Tu te souviens maintenant ? J'ai demandé en interrompant ma lecture. Tu te souviens de cette belle déclaration d'indépendance ? Julien ne répondait toujours pas. Il se souvenait parfaitement, mais cette vérité ne correspondait plus à la version qu'il s'était construite au fil des années. Je demande donc à mes parents de respecter ma décision et de ne plus jamais me proposer d'aide financière. J'ai poursuivi. Je veux tracer ma propre route, sans leur intervention, sans leur contrôle, sans leurs conseils non sollicités. Leurs conseils non sollicités. Élisabeth en avait pleuré pendant des semaines. Elle qui ne voulait que le bonheur de son fils, qui s'inquiétait de le voir s'épuiser entre ses cours et ses petits boulots. Cette lettre constitue un engagement définitif. Ma voix se durcissait. Je renonce à tout héritage anticipé, à toute aide pour mes études, à tout soutien financier familial. Je veux être libre. Libre. Le mot résonnait amèrement aujourd'hui. Julien avait voulu être libre de notre influence, et maintenant, il nous reprochait de l'avoir laissé libre. En contrepartie, je m'engage à ne jamais reprocher à mes parents leur manque de soutien financier. J'ai marqué une pause sur cette phrase cruciale. Cette décision est la mienne et la mienne seule. Tu l'entends ça ? J'ai dit en posant la lettre. Tu t'engageais à ne jamais nous reprocher notre manque de soutien, parce que c'était ton choix. Julien regardait maintenant par la fenêtre, mais je voyais à sa respiration qu'il était profondément troublé. Cette lettre démolissait 15 ans de reproches et de victimisation. Je signe cette lettre en présence de mon ami Thomas Müller qui me sert de témoin. J'ai continué. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2011. Signature, Julien Lefebvre. J'ai replié la lettre et je l'ai posée devant lui. Alors, tu maintiens que j'ai rien fait pour toi ? Il ne répondait toujours pas. Cette lettre venait de faire voler en éclats toute sa rhétorique victimaire. Il découvrait ses propres mots, sa propre signature, sa propre volonté d'indépendance. « Julien, » j'ai dit en m'asseyant en face de lui, « tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé ? Tu veux connaître notre version des faits ?» Il a acquiescé faiblement, incapable de parler. « Quand tu es entré en première année de médecine, ta mère et moi, on avait mis 15 000 € de côté pour tes études. » J'ai commencé mon récit. 15 000 € économisés centime par centime pendant des années. Ses yeux se sont écarquillés. Il ignorait visiblement que nous avions cette somme. Ta mère faisait des ménages le soir après son travail à la cantine scolaire. Moi, je prenais toutes les heures supplémentaires possibles à l'usine. Les souvenirs remontaient, douloureux.
On se privait de tout pour te constituer ce petit pécule. Vous aviez 15 000 euros? On les avait, j'ai confirmé. Et on était fiers de pouvoir t'aider. Fiers de pouvoir te dire, fiston, concentre-toi sur tes études, on s'occupe du reste. Je voyais que Julien commençait à réaliser l'ampleur de son erreur, mais je n'avais pas fini. Et puis, tu es rentré un soir avec cette lettre. J'ai tapoté le document. Tu nous as dit qu'on était trop petits pour comprendre tes ambitions, que tu ne voulais pas de notre argent d'ouvrier. Papa, tu nous as dit qu'on allait te mettre la pression, qu'on allait vouloir contrôler tes choix, qu'on n'était pas à la hauteur de tes projets. Ma voix montait malgré moi. Ta mère en a pleuré pendant des semaines. Élisabeth, ma pauvre Élisabeth qui s'était sentie humiliée, rejetée par son fils chéri. Elle qui rêvait d'avoir un fils médecin et qui se voyait écartée de cette réussite. Elle disait « Bernard, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi il nous rejette comme ça ?» Les larmes me montaient aux yeux. Elle se sentait coupable d'être trop simple pour toi. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. J'ai explosé. Tu étais trop occupé à avoir honte de nous, à nous cataloguer comme des gens sans ambition. Je me suis levée et j'ai sorti d'un tiroir un autre document, notre livret de caisse d'épargne de l'époque. Tiens, j'ai posé le livret devant lui. Regarde le solde en septembre 2011. Julien a ouvert le livret d'une main tremblante. 15 347 euros. Il a lu à voix basse. 15 347 euros. J'ai répété. Une fortune pour nous, une fortune qu'on avait mise de côté pour toi. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? On les a gardés? Ma réponse l'a surpris. On les a gardés pendant 2 ans, en espérant que tu changerais d'avis, que tu viendrais nous voir en nous disant « Papa, maman, j'ai besoin de vous ». Et après, ta sœur Sophie a eu son accident de voiture. J'ai continué. Tu te souviens? Elle a été arrêtée 3 mois. Pas de salaire, des frais médicaux. Sophie, sa sœur aînée, aide-soignante, qui avait eu cet accident qui avait failli la paralyser. On lui a donné l'argent. J'ai dit simplement. L'argent qui était pour toi, on l'a donné à ta sœur parce qu'elle avait besoin de nous. Et elle ne nous faisait pas honte d'être ses parents. Julien encaissait ces révélations comme autant de coups. Il découvrait qu'il y avait eu de l'argent disponible, mais que c'était lui qui avait refusé. Vous auriez pu me le dire. Te dire quoi? J'ai ri amèrement. Que l'argent de tes petits-parents ouvriers était finalement assez bien pour toi. Tu nous aurais ri au nez. Mais j'étais jeune, j'étais con. Effectivement, j'ai acquiescé. Tu étais jeune et con, mais c'était ton choix. Et maintenant, 12 ans après, tu viens me dire que c'est ma faute? J'ai sorti d'autres documents. Des lettres qu'Élisabeth lui avait écrites pendant ses études. Des lettres qu'il n'avait jamais prise la peine de lire entièrement. Tiens, j'ai étalé les lettres sur la table. Lis ce que ta mère t'écrivait. Papa, lis, j'ai ordonné. Lis et dis-moi encore qu'on n'a rien fait pour toi. Julien a pris la première lettre, datée de novembre 2011. Mon chéri, j'espère que tes études se passent bien. Papa et moi, on pense à toi tous les jours. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sa voix s'est brisée. Il découvrait l'amour maternel qu'il avait rejeté, cette tendresse qu'il avait méprisée. Continue, j'ai insisté. On a gardé ta chambre exacte, comme tu l'avais laissée, au cas où tu voudrais revenir. On sait que tu veux être indépendant, mais n'oublie pas qu'on t'aime. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Il réalisait qu'il avait eu des parents aimants, disponibles, prêts à l'aider, et que c'était lui qui les avait repoussés. Il y en a 23, j'ai dit en montrant le paquet de lettres. 23 lettres en 6 ans. Ta mère qui te donnait des nouvelles de la famille, qui t'envoyait ses recettes préférées, qui te demandait si tu mangeais bien. Je ne savais pas qu'elle m'écrivait autant, parce que tu ne les lisais pas. J'ai accusé. Tu les jetais sans les ouvrir. Sophie nous l'a dit. Sophie qui venait parfois nous rapporter des nouvelles de son frère, qui essayait de maintenir le lien malgré l'orgueil de Julien. Et ça? J'ai sorti une autre liasse de documents. Tu sais ce que c'est? Julien a regardé les papiers sans comprendre. Ce sont les invitations qu'on vous a envoyées. J'ai expliqué. Nos anniversaires de mariage, les fêtes de Noël, les anniversaires, 43 invitations en 6 ans. Tu sais combien de fois tu es venu? Il secouait la tête, accablé. 3 fois, j'ai craché. 3 fois en 6 ans. Et encore, parce que Sophie t'obligeait. Papa, et quand ta mère est tombée malade? J'ai continué impitoyablement. Quand on a appris qu'elle avait un cancer, tu te souviens de ta réaction? Il ne répondait plus.
Cette conversation lui révélait son propre égoïsme, sa propre indifférence à notre égard. « Sophie nous a dit que tu étais trop occupée pour venir la voir, que tes gardes à l'hôpital passaient avant ta mère mourante. » Cette accusation l'a fait vaciller. Il se souvenait maintenant de cette période, de ces choix qu'il avait faits, de cette hiérarchie cruelle qu'il avait établie. « Et tu sais ce qu'elle m'a dit avant de mourir ?» Ma voix se brisait. Elle m'a dit « Bernard, j'espère que Julien sera fier de nous un jour, qu'il comprendra qu'on l'aimait. » Le silence qui a suivi a été total. Julien sanglotait maintenant, découvrant l'amour qu'il avait gâché, les parents qu'il avait perdus par orgueil. Mais j'avais encore des choses à lui révéler, des choses qui allaient lui faire comprendre l'ampleur de son aveuglement. Julien pleurait maintenant sans retenue, la tête dans les mains, découvrant peu à peu l'ampleur de son aveuglement. Mais je n'avais pas fini. Il fallait qu'il sache tout, qu'il comprenne vraiment ce que signifiait ne rien faire pour son enfant. Il fallait qu'il découvre tous les sacrifices qu'Élisabeth et moi avions faits pour lui, même après sa lettre de renonciation. « Tu crois qu'on s'est contenté de respecter ta décision ?» j'ai demandé en me dirigeant vers une autre armoire. « Tu crois qu'on t'a vraiment laissé te débrouiller tout seul ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai sorti un gros classeur que je n'avais jamais montré à personne. Ça, c'est le dossier secret de tes études de médecine. Tout ce qu'on a fait pour toi dans l'ombre, pendant 6 ans, sans que tu le saches. » Julien m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? » La vérité. J'ai ouvert le classeur à la première page. Commençons par ça. Les factures de ton logement étudiant. Mes factures. Octobre 2011. Loyer impayé, menace d'expulsion. J'ai lu le document. Qui est allé voir ton propriétaire pour négocier un délai? Qui a payé les 3 mois de retard? Octobre 2011. Loyer impayé, menace d'expulsion. J'ai lu le document. Qui est allé voir ton propriétaire pour négocier un délai? Qui a payé les 3 mois de retard? Julien me regardait sans comprendre. Ta mère! J'ai claqué le reçu sur la table. Ta mère a pris une journée de congé, elle est allée à Strasbourg, elle a supplié M. Hoffmann de ne pas te virer. Elle lui a payé 1 200 € cash. Mais comment elle avait mon adresse? Sophie? J'ai répondu. Ta sœur nous tenait au courant? Elle nous disait quand tu allais mal, quand tu avais des problèmes. J'ai tourné la page du classeur. Décembre 2011. Coupure d'électricité pour facture impayée. Qui a appelé EDF? Qui a négocié un échéancier? Qui a versé les 400 € d'arriérés? Vous? Nous? J'ai confirmé. Pendant que tu nous ignorais, on payait tes dettes. Pendant que tu avais honte de nous, on veillait sur toi. J'ai sorti d'autres documents. Mars 2012, ton compte bancaire a découvert de 800 €. La banque menaçait de fermer ton compte. Qui a fait le virement de régularisation? Julien secouait la tête, incrédule. Juin 2012, ta mutuelle étudiante résiliée pour non-paiement. Tu te souviens de ta grippe qui a dégénéré? Tu te demandais pourquoi ta mutuelle avait miraculeusement repris tes remboursements? C'était vous? C'était nous? Ma voix montait. Pendant 6 ans, Julien. 6 ans à éponger tes dettes en secret. 6 ans à veiller sur toi sans que tu le saches. J'ai tourné plusieurs pages du classeur. Regarde! Septembre 2013. 600 € pour tes livres de médecine. Janvier 2014. 400 € pour ton ordinateur portable en panne. Mai 2014. 350 € pour tes frais d'inscription au concours. Chaque facture était un coup de poignard. Julien découvrait que pendant qu'il nous méprisait, nous continuions à l'aider financièrement. Mais comment vous faisiez? Comment vous saviez? Sophie nous prévenait quand tu étais en difficulté. J'ai expliqué. Elle nous appelait en pleurant. Papa, Julien va se faire expulser, ou maman, il n'a rien mangé depuis 3 jours. Sophie faisait ça? Sophie t'aimait? J'ai crié. Elle savait que tu étais trop fière pour demander de l'aide. Alors elle faisait le lien. Elle nous permettait de t'aider sans que tu le saches. J'ai sorti une liasse de virements bancaires. Regarde, tous les mois, on versait de l'argent sur ton compte. Pas beaucoup, 200 ou 300 €, mais régulièrement. Ces virements... Julien étudiait les documents. Je croyais que c'était une bourse. Il n'y avait pas de bourse. J'ai ri amèrement. C'était nous qui versions notre argent sur ton compte, en nous faisant passer pour l'administration. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on t'aimait. Ma voix s'est brisée. Parce que malgré ta lettre, malgré tes rejets, malgré ton mépris, on t'aimait. J'ai tourné d'autres pages. Et ça, tu sais ce que c'est? Les factures de tes repas? Mes repas?
Tu mangeais au restaurant universitaire? J'ai montré les reçus. Qui payait ta carte de cantine? Qui réglait tes tickets restaurant? Julien était maintenant prostré. Vous payez ma nourriture? Tous les mois. J'ai confirmé. Oh, Sophie récupérait ta carte, on la rechargeait, elle te la rendait. Tu croyais que les bourses couvraient tout? Mon Dieu. Et tes vêtements? J'ai continué impitoyablement. Ces beaux costumes que tu portais en stage? Tu croyais qu'ils venaient d'où? J'avais trouvé des soldes. Il n'y avait pas de soldes. J'ai sorti les factures. Ta mère allait les acheter. Elle connaissait ta taille. Elle choisissait des marques. Elle demandait aux vendeurs de couper les étiquettes. Élisabeth. Ma pauvre Élisabeth qui parcourait les magasins pour habiller dignement son fils, qui calculait pour lui offrir de beaux vêtements sans qu'il le sache. Elle passait des heures dans les boutiques. J'ai continué. Elle demandait conseil aux vendeuses. Qu'est-ce qui se porte pour un jeune médecin? Elle voulait que tu sois élégant, que tu n'aies pas honte de tes habits. Maman faisait ça, ta mère t'adorait. J'ai explosé. Malgré ton rejet, malgré tes silences, elle parlait de toi tous les jours. Mon Julien devient médecin, mon fils sauve des vies. J'ai sorti des photos d'un autre dossier. Regarde! Elle gardait tous les articles de journaux qui parlèrent de l'hôpital où tu travaillais. Elle découpait toutes les informations sur les services d'urgence. Julien regardait ses coupures de presse avec émotion. Sa mère avait constitué un véritable dossier sur sa profession, suivant de loin sa carrière. Et ça, j'ai montré des lettres manuscrites. Tu sais ce que c'est? Non. Les lettres qu'elle t'écrivait, mais qu'elle n'envoyait jamais. Ma voix tremblait. Parce qu'elle avait peur que tu les jettes. Alors elle les écrivait pour elle, pour se sentir proche de toi. Julien a pris une de ces lettres non envoyées. Mon chéri, aujourd'hui papa a réparé ta bicyclette, celle que tu avais quand tu étais petit. Je la garde dans le garage. Au cas où tu reviendrais, elle gardait toutes tes affaires, j'ai dit. Ta chambre, tes jouets, tes livres, comme si tu allais revenir. Et vous? Il m'a regardé. Vous aussi, vous. Moi? J'ai souri tristement. Moi, je me contentais de payer, de travailler double pour financer tes études secrètement. J'ai sorti mes bulletins de paie de l'époque. Regarde, pendant tes 6 années d'études, j'ai fait en moyenne 15 heures supplémentaires par semaine. 15 heures? 15 heures, j'ai confirmé. Tous les samedis, tous les dimanches, parfois la nuit, pour gagner l'argent qu'on te donnait en cachette. Mais pourquoi vous me l'avez caché? Parce que tu ne voulais pas de notre aide. J'ai rappelé. Tu avais signé cette lettre. Tu nous avais dit qu'on n'était pas à la hauteur. Alors on t'aidait dans l'ombre. J'ai sorti le dernier document du dossier. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que c'est? Ton diplôme de médecine. J'ai posé le document devant lui. Le vrai, celui qu'on a reçu par erreur. Julien a regardé le diplôme avec surprise. Comment vous l'avez eu? L'administration s'est trompée d'adresse. J'ai expliqué. Ils ont envoyé ton diplôme chez nous, au lieu de chez toi. Et vous l'avez gardé? Ta mère l'a encadré. J'ai souri. Elle l'a accroché dans sa chambre. Elle le regardait tous les matins en se levant. Tous les matins? Tous les matins, j'ai confirmé. Elle disait « Regarde Bernard, notre fils est médecin, on a réussi ». Ces révélations achevaient de détruire Julien. Il découvrait des parents aimants, dévoués, qui avaient tout fait pour lui malgré son rejet. « Papa », il sanglotait. Je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte. « Comment tu aurais pu te rendre compte ?» j'ai dit doucement. « Tu ne nous parlais plus. Tu ne venais plus. Tu avais honte de nous. Mais pourquoi vous m'avez laissé croire que je me débrouillais seule? Parce que c'est ce que tu voulais. » J'ai répondu. « Tu voulais être indépendant? Tu voulais réussir sans nous? Alors on t'a donné cette illusion? » Quelle illusion? L'illusion de l'indépendance. J'ai expliqué. Tu croyais réussir seule, mais en réalité, on était là, dans l'ombre, à t'aider, à veiller sur toi. Julien regardait maintenant tous ces documents étalés sur la table. 6 ans d'aide secrète, 6 ans d'amour caché, 6 ans de sacrifice non reconnu. Combien? Il a murmuré. Comment ça, combien? Combien vous avez dépensé pour moi? En tout, j'ai sorti la dernière page du dossier, celle où j'avais tout calculé. 63 400 €. 63 000 €? Il a répété, abasourdi. 63 400 € exactement. J'ai confirmé. Plus que tes prêts étudiants, plus que ce que tu as emprunté. Mais alors, mes 80 000 € de dette, tu n'en avais que 17 000 réellement? J'ai révélé.
Le reste, c'était nous qui le payions. Cette révélation finale l'a achevé. Julien réalisait qu'il avait menti, à lui-même et aux autres, sur ses difficultés financières. Que ses parents avaient porté la plus grosse part de ses études. « Papa », il a murmuré, « qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as été un fils ingrat », j'ai dit simplement. « Un fils qui a oublié d'où il venait. Comment je peux me racheter ?» En admettant la vérité, j'ai répondu, en arrêtant de nous accuser, en reconnaissant ce qu'on a fait pour toi. Mais il y avait encore une chose que Julien ignorait. Une chose qui allait lui faire comprendre le prix réel de ses études et pourquoi je ne pouvais plus l'aider aujourd'hui. Julien était maintenant prostré devant tous ces documents qui révélaient l'ampleur des sacrifices que nous avions faits pour lui. Mais il me restait une dernière vérité à lui révéler, la plus douloureuse, celle qui expliquait pourquoi je ne pouvais plus l'aider financièrement aujourd'hui. Il fallait qu'il comprenne le véritable prix de son ingratitude. « Tu veux savoir pourquoi je ne peux pas te prêter 50 000 euros ?» j'ai demandé en me dirigeant vers le dernier tiroir de mon bureau. « Papa, après tout ce que tu viens de me montrer, je n'ose plus rien demander. »« Non !» j'ai insisté. « Tu as le droit de savoir. Tu as le droit de connaître les conséquences de tes choix. » J'ai sorti un dossier médical épais, marqué au nom d'Elisabeth Lefebvre. Ça, c'est le dossier médical de ta mère. Celui que tu n'as jamais voulu consulter quand elle était malade. Papa, écoute-moi jusqu'au bout. J'ai ouvert le dossier à la première page. Diagnostic initial, cancer du sein, stade 2, date, avril 2015. Cette date, Julien venait de terminer sa 5e année de médecine. Il était en stage d'externe, trop occupé pour s'inquiéter de sa mère. Le médecin nous a expliqué que dépisté tôt, ce cancer se soignait bien. J'ai continué. 90% de chances de guérison avec le bon traitement. Alors pourquoi ? Parce que le bon traitement coûtait cher. J'ai sorti les devis. Chimiothérapie nouvelle génération, radiothérapie ciblée, chirurgie reconstructrice, total 45 000 euros. 45 000 euros. Presque autant que ce que nous avions dépensé secrètement pour ces études. La sécurité sociale remboursait le traitement de base. J'ai expliqué. Mais ta mère voulait le meilleur. Elle voulait mettre toutes les chances de son côté. Et alors ? Alors on a eu le choix. Ma voix s'est durcie. Garder notre argent pour tes futures études ou le dépenser pour soigner ta mère. Julien a pâli. Il commençait à comprendre où je voulais en venir. On avait 50 000 euros de côté à ce moment-là. J'ai continué. L'argent de la vente de la maison de grand-père, plus nos économies. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ta mère m'a dit « Bernard, garde cet argent pour Julien. Moi, je prendrai le traitement de base. » Les larmes me montaient aux yeux. Même en mourant, elle pensait à toi. Non ? Si. J'ai claqué le dossier. Elle préférait risquer sa vie plutôt que de compromettre ton avenir. Mais vous n'avez pas fait ça ? Non ! J'ai hurlé. Bien sûr que non. J'ai imposé le traitement complet. J'ai dit « Elisabeth, on dépense tout. Julien se débrouillera. » J'ai sorti les factures des traitements. 45 000 euros dépensés entre avril 2015 et mars 2017. Tout notre argent, toutes nos économies. Et ça a marché ? Parfaitement. J'ai souri tristement. Ta mère était en rémission complète en mars 2017. Guérie, sauvée. Alors pourquoi elle est morte ? Parce qu'en juillet 2017, elle a fait une rechute. Ma voix s'est brisée. Une métastase généralisée, foudroyante. Cette période, l'espoir, puis la chute brutale. Elisabeth, qui croyait s'en être sortie et qui apprenait que le cancer était revenu partout. Le médecin nous a dit qu'il existait un traitement expérimental. J'ai continué. Très cher, pas remboursé, mais avec de bons résultats. Combien ? 80 000 euros. La somme était astronomique pour nous. 80 000 euros qu'on n'avait plus. Papa, ta mère m'a dit « Bernard, emprunte, hypothèque la maison, vends tout. » J'ai raconté. Mais j'avais 59 ans. Aucune banque ne voulait me prêter. J'ai sorti les refus de crédit. 10 banques contactées, 10 refus, trop âgés, pas assez de garantie, trop risqué. Il n'y avait pas d'autre solution ? Si, j'ai regardé Julien droit dans les yeux. Il y avait toi. Moi ? Toi, j'ai confirmé. Toi qui commençais ta carrière de médecin. Toi qui gagnais déjà bien ta vie. Toi qui aurais pu nous aider. Le silence qui a suivi a été pesant. Julien réalisait enfin que ses parents avaient eu besoin de lui, à leur tour. « Je vous ai aidé », il a protesté faiblement. « Ah oui ?» J'ai ri amèrement. « Comment »
J'ai payé quelques frais. 500 €. J'ai craché. Tu as donné 500 €. Une fois, en 6 mois. Mais je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne savais pas? Ma voix montait. Tu es médecin. Tu savais très bien ce que signifiait métastase généralisée. Je pensais que la sécurité sociale... Tu pensais surtout à ta nouvelle voiture. J'ai interrompu. À ton appartement, à tes vacances. J'ai sorti des photos de cette époque. Regarde, juillet 2017, pendant que ta mère agonisait, toi tu étais où? Sur la photo, Julien bronzait sur une plage des Baléares avec Céline. Tu étais en vacances? J'ai accusé. Pendant que nous, on se battait pour trouver de l'argent. Papa, j'avais besoin de repos. Ta mère avait besoin de toi. J'ai crié. Elle avait besoin que son fils médecin se batte pour elle. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Emprunter, j'ai répondu. Toi, tu aurais pu emprunter, avec ton salaire, avec tes perspectives. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel risque? J'ai explosé. Le risque de sauver ta mère? Le risque de rendre à tes parents ce qu'ils t'avaient donné? J'ai sorti ces relevés bancaires de l'époque que Sophie m'avait transmis. Regarde tes dépenses de juillet 2017. 3 000 € de vacances, 1 000 € de restaurant, 800 € de vêtements. Comment vous avez mes relevés? Sophie, j'ai répondu. Sophie qui espérait encore te faire comprendre, qui nous montrait tes comptes en disant « Regardez, il a les moyens, il peut aider ». Sophie n'avait pas le droit. Sophie avait le droit d'espérer que son frère soit un homme. J'ai hurlé. Qu'il honore sa dette envers ses parents. J'ai sorti d'autres documents. Tu sais ce qu'on a fait finalement? Non, on a hypothéqué la maison. J'ai montré l'acte. À 59 ans, sur 20 ans, pour emprunter 80 000 €. Papa, 4 000 € par mois de remboursement. J'ai continué. Plus de la moitié de ma retraite, mais le traitement a marché. Ta mère est morte 3 mois après. Ma voix s'est brisée. Octobre 2017, 3 mois. Le traitement n'a servi à rien. Cette révélation a assommé Julien. Il découvrait que ses parents s'étaient ruinés pour rien, qu'ils avaient hypothéqué leur avenir pour quelques mois de sursis. Et maintenant? Il a murmuré. Maintenant je rembourse. J'ai dit amèrement. Seul, avec ma petite retraite, jusqu'à mes 79 ans. Papa, je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. J'ai corrigé. Tu étais trop occupé à construire ta belle vie. J'ai sorti mon dernier relevé bancaire. Tu veux savoir combien il me reste, après avoir payé mes traites, mes charges, ma nourriture? Il a regardé le solde. 347 €. 347 €, j'ai répété. C'est ça, mes économies. C'est ça, l'argent que tu veux que je te prête. Mon Dieu. Alors quand tu viens me dire que j'ai rien fait pour toi, j'ai repris tous les documents. Quand tu m'accuses d'égoïsme, ça me rend malade. Papa, pardonne-moi. Me pardonner quoi? J'ai demandé. D'avoir sacrifié ma retraite pour ta mère? D'avoir payé tes études en cachette? D'avoir tout donné pour mes enfants? Pardonne-moi d'avoir été aveugle. Il sanglotait. Pardonne-moi d'avoir été ingrat. Julien, j'ai dit en m'asseyant à côté de lui, tu veux vraiment te faire pardonner? Oui. Dis-moi comment. Arrête de te considérer comme une victime. J'ai dit fermement. Arrête de croire que le monde te doit quelque chose. Tu as raison. Accepte que tes parents t'aient aimé. J'ai continué. Accepte qu'on ait fait de notre mieux. Je l'accepte. Et surtout, j'ai ajouté, apprends à tes enfants d'où ils viennent. Raconte-leur leur grand-mère. Raconte-leur leurs grands-parents ouvriers qui les ont aimés. Cette demande l'a ému aux larmes. Je leur raconterai. Je leur dirai tout. Tu leur diras qu'on était fiers d'eux. Je leur dirai que vous étiez extraordinaires. Il a promis. Mais il restait une dernière chose à régler entre nous. Quelque chose qui déterminerait si cette réconciliation était sincère ou juste émotionnelle. 3 heures avaient passé depuis que Julien avait franchi ma porte en m'accusant de n'avoir rien fait pour lui. Maintenant, il était assis dans ma cuisine, entouré de documents qui prouvaient exactement le contraire, les yeux rougis par les larmes et la révélation de sa propre ingratitude. Le silence s'était installé entre nous, mais ce n'était plus un silence de colère. C'était un silence de digestion, de compréhension, de réconciliation naissante. « Papa », a-t-il murmuré en regardant la lettre de renonciation qu'il avait signée 12 ans plus tôt, « qu'est-ce que je peux faire pour me racheter ?» Cette question, je l'attendais. Parce qu'au-delà des révélations, au-delà des preuves, ce qui m'importait vraiment, c'était de retrouver mon fils. Pas le médecin arrogant qui me méprisait, mais le petit garçon qui m'appelait papa
et qui était fière de venir avec moi au stade regarder les matchs de foot. « Tu veux vraiment te racheter ?» j'ai demandé. « Oui, dis-moi comment, je ferai tout. Alors commence par me rendre quelque chose. »« Quoi? De l'argent? Je vais t'aider avec tes traites. » « Non. » J'ai secoué la tête. « Pas de l'argent, quelque chose de plus précieux. »« Quoi alors? » ?»« Mes petits-enfants. » Ma voix s'est adoucie. « Rends-moi mes petits-enfants. » Cette demande l'a surpris. Il ne s'attendait pas à ça. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Lucas et Emma. J'ai prononcé leurs prénoms avec tendresse. Tes enfants que je vois 3 fois par an, que tu emmènes ici par obligation, qui ne me connaissent pas vraiment. Papa, Julien, tes enfants ont 6 et 4 ans. J'ai expliqué. Lucas ne sait même pas que j'existe vraiment. Emma m'appelle Monsieur. C'était vrai. Mes propres petits-enfants étaient des étrangers pour moi. Julien les amenait pour les repas de famille comme on emmène des enfants rendre visite à un vieux voisin. « Tu as honte de moi ?» j'ai demandé directement. « Honte que tes enfants voient que leur grand-père ouvrier ?» Non, il a protesté, mais sans conviction. « Si, » j'ai insisté. « Tu as honte, comme tu avais honte à 20 ans. Tu ne veux pas que tes enfants de médecins sachent qu'ils ont un grand-père qui travaillait à l'usine. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ?» j'ai demandé. « Pourquoi je ne les vois jamais? Pourquoi ils ne viennent jamais dormir ici? Pourquoi ils ne connaissent rien de leur famille paternelle ?» Julien ne répondait pas. Il savait que j'avais raison, que dans sa volonté de s'élever socialement, il avait coupé ses enfants de leurs racines. « Tu sais ce que m'a dit Emma la dernière fois ?» J'ai continué. Elle m'a demandé si j'étais vraiment son grand-père. Parce que les grands-pères de ses copines, ils gardent leurs petits-enfants. Ils jouent avec eux. Ils leur racontent des histoires. « Papa, moi, je suis un grand-père fantôme. » J'ai dit amèrement. Je les vois grandir en photo sur Facebook. Je découvre leurs premiers mots par tes posts. Cette accusation l'a touché. Il réalisait qu'en me tenant à distance, il avait privé ses enfants d'un grand-père aimant. « Qu'est-ce que tu veux ?» il a demandé. « Je veux les voir. » j'ai dit simplement. « Vraiment les voir. Pas 3 fois par an pour un repas protocolaire. Tu veux qu'ils viennent plus souvent ? Je veux qu'ils viennent dormir ici. » J'ai précisé. Qu'ils découvrent la maison de leur grand-père, qu'ils voient les photos de leur grand-mère, qu'ils entendent parler de leur famille. Cette demande semblait le troubler. Laisser ses enfants dormir chez leur grand-père ouvrier, c'était leur montrer un monde qu'il avait voulu leur cacher. Je ne sais pas si Céline sera d'accord. « Céline !» j'ai explosé. « Toujours Céline, ta femme qui ne m'a jamais adressé la parole, qui refuse que ses enfants mangent ici parce que ma cuisine n'est pas assez chic. Ce n'est pas ça. » « Si !» j'ai insisté. « C'est exactement ça. Céline a honte de moi. Et toi, tu es trop lâche pour lui tenir tête. Papa, tu ne comprends pas. Je comprends très bien. » J'ai coupé. « Vous voulez effacer mes origines, faire croire à vos enfants qu'ils viennent d'une famille de médecins. »« Non !» ?»« Alors prouve-le. » J'ai défié. « Amène-les ici dimanche prochain. Laisse-les dormir. Dis-leur qui était leur grand-mère. Raconte-leur notre histoire. » Cette proposition l'a mis mal à l'aise. Je voyais qu'il luttait entre sa culpabilité nouvelle et ses habitudes de mépris. Et qu'est-ce que je leur dirais? La vérité, j'ai répondu, que leur grand-père travaillait à l'usine, que leur grand-mère faisait des ménages, qu'ils ont gagné leur argent à la sueur de leur front. Tu crois que ça les intéresserait? Tu crois que les enfants sont snobs comme leurs parents? J'ai rétorqué. Les enfants, ils veulent juste de l'amour, de l'attention, des histoires. J'ai sorti des photos d'Elisabeth avec Julien enfant. Regarde, ta mère avec toi, tu avais 5 ans, elle t'emmenait au parc, elle te poussait sur la balançoire. Sur la photo, Elisabeth souriait, radieuse, poussant un petit Julien sur une balançoire rouillée du parc municipal. Ils avaient l'air si heureux, si simples, si vrais. Tes enfants méritent de connaître cette grand-mère, j'ai insisté. De savoir qu'elle les aurait adorés, qu'elle aurait fait pour eux ce qu'elle a fait pour toi. Julien regardait la photo avec émotion. Elle était belle, maman. Elle était magnifique, j'ai confirmé. Et elle était fière, fière de son travail, fière de sa famille, fière de toi. Même quand j'ai été odieux avec vous, surtout quand tu as été odieux. J'ai souri. Elle disait « Bernard, il traverse une mauvaise passe. Mais au fond, c'est un bon garçon. Il reviendra. » Ces mots l'ont fait pleurer à nouveau. Elle croyait vraiment que je reviendrais? Elle n'a jamais douté. J'ai confirmé. Même sur son lit de mort, elle parlait de toi. Mon Julien va comprendre un jour. Il va voir qu'on l'aimait. Papa, qu'est-ce que j'ai fait?
Tu as grandi dans un monde différent du nôtre. J'ai dit avec indulgence. Tu as oublié d'où tu venais, mais maintenant tu peux réparer. Comment? En assumant tes origines, j'ai expliqué. En étant fier de tes parents, en transmettant nos valeurs à tes enfants. Quelles valeurs? Le travail, j'ai énuméré. L'honnêteté, la famille, l'entraide, la simplicité. Tu crois que c'est important? Regarde-toi, j'ai dit. Tu gagnes bien ta vie, tu as une belle maison, de beaux enfants. Mais tu es malheureux, tu stresses pour de l'argent, tu ne sais plus ce qui compte vraiment. C'est vrai, c'est parce que tu as perdu tes racines, j'ai expliqué. Tu t'es coupé de ce qui te rendait fort. Mes racines, ta famille, j'ai précisé. Nous, tes parents qui t'ont aimé, ta sœur qui veille sur toi, tes enfants qui ont besoin de repères. À ce moment-là, on a entendu une voiture se garer dehors. Céline arrivait avec les enfants pour le déjeuner dominical. « Papa, » a dit Julien rapidement, « je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ?» ?»« J'ai menti tout à l'heure. » Il était gêné. « Quand je t'ai dit que j'avais des difficultés financières, tu n'en as pas ?»« Si, mais... » Il cherchait ses mots. « Pas comme je te l'ai dit. Explique-toi. C'est vrai que j'ai des charges importantes, mais je gagne assez pour vivre. » Il avoua. Le problème, c'est que Céline veut toujours plus. Une plus grande maison, une voiture plus chère, des vacances plus luxueuses. Et alors? Et moi, je n'arrive pas à lui dire non. Il a explosé. J'ai peur qu'elle me quitte, qu'elle trouve que je ne suis pas à la hauteur. Cette révélation m'a éclairé sur ses vraies démotivations. Julien ne voulait pas mon argent pour survivre, mais pour satisfaire les ambitions de sa femme. « Tu veux mon conseil ?» j'ai demandé. « Oui. »« Apprends à dire non. » J'ai dit simplement. « À ta femme, à tes enfants, à toi-même. » C'est facile à dire. « Non, c'est difficile. » J'ai corrigé. « Mais c'est nécessaire. Sinon, tu ne seras jamais heureux. » On a entendu les enfants courir vers la maison. Lucas et Emma qui arrivaient, pleins de vie et d'énergie. « Papa, » a dit Julien, « je veux essayer. Je veux changer. » « Comment ? » ?»« Je vais parler à Céline. » Il était déterminé. « Je vais lui expliquer qu'on doit lever le pied, qu'on dépense trop. Et si elle n'est pas d'accord, tant pis, » il a dit avec une fermeté nouvelle. « Ma famille, c'est plus important que ses caprices. Ta famille, tu m'inclus dedans ? » Bien sûr. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. « Papa, pardonne-moi tout. » Cette étreinte m'a ému aux larmes. Retrouver mon fils, sentir qu'il m'aimait encore malgré tout, c'était le plus beau cadeau. « Il n'y a rien à pardonner, » j'ai murmuré. « Il y a juste à repartir. » La porte s'est ouverte et Lucas et Emma ont fait irruption dans la cuisine, suivis par Céline qui portait un plat de dessert. « Grand-père !» a crié Emma en se jetant dans mes bras. Pour la première fois, elle m'appelait grand-père au lieu de monsieur. Je me suis agenouillée pour me mettre à leur hauteur. « Mes chéris !» j'ai dit en les serrant fort. « Vous m'avez manqué. »« Papa, » a dit Julien à Céline, « je voudrais que les enfants passent le week-end prochain chez grand-père. » Céline a eu l'air surprise. « Le week-end entier ? » ?»« Oui. » Julien était ferme. « Il faut qu'ils connaissent mieux leur grand-père, qu'ils apprennent d'où ils viennent. » Mais Julien... Céline. Il l'a interrompu gentiment mais fermement. « C'est important pour moi. Pour nous. Pour eux. » J'ai regardé cette scène avec émotion. Mon fils prenait enfin position, assumait sa famille, réclamait ses racines. « On va faire quoi chez grand-père ?» a demandé Lucas, excité. « On va regarder des photos, » j'ai dit. « Des photos de votre papa quand il était petit, et de votre grand-mère que vous n'avez pas connue. »« Elle était comment, grand-mère ?» a demandé Emma. « Elle était formidable, » j'ai répondu. « Comme vous, belle, intelligente et pleine d'amour. Elle nous aurait aimés, elle vous aurait adoré. » J'ai confirmé. Vous étiez son rêve, ses petits-enfants. Céline écoutait cette conversation avec un mélange de gêne et de curiosité. Elle découvrait une dimension familiale qu'elle avait toujours ignorée. « Grand-père, » a dit Lucas, « tu nous apprendras des choses ? Plein de choses. » J'ai promis. « Je vous apprendrai à faire du vélo, à pêcher, à bricoler. » À bricoler ? Emma était intéressée. « Votre papa était un champion du bricolage. » J'ai raconté. À 8 ans, il savait déjà se servir d'un marteau. Papa faisait du bricolage ? Lucas regardait son père avec admiration. Votre papa construisait des cabanes ? J'ai continué. Des voitures en bois, des avions ? Julien souriait,
retrouvant ses souvenirs d'enfance qu'il avait enfouis. « Tu nous montreras » a demandé Emma. « Je vous montrerai tout, » j'ai promis. Les outils de grand-père, les photos de papa, les recettes de grand-mère. Ce dimanche-là, nous avons déjeuné tous ensemble. Pour la première fois depuis des années, j'avais ma famille autour de ma table. Julien me regardait différemment, avec respect et affection. Les enfants bavardaient joyeusement. Même Céline semblait plus détendue. « Papa », m'a dit Julien avant de partir. « Merci. » « Merci pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné. » Il était ému. « Pour avoir continué à m'aimer malgré tout. » « Un père n'abandonne jamais son enfant, » j'ai répondu, même quand cet enfant l'abandonne. Aujourd'hui, 6 mois après cette conversation qui a tout changé, ma vie a retrouvé du sens. Lucas et Emma viennent passer un week-end par mois chez moi. Ils connaissent maintenant l'histoire de leur famille, ils sont fiers de leurs grands-parents ouvriers. Julien a appris à dire non à Céline. Ils ont vendu leur grande maison pour quelque chose de plus modeste. Il m'aide à rembourser mes traites sans que je le lui demande. Mais surtout, il m'appelle régulièrement. Pas par obligation, mais par envie. « Papa », m'a-t-il dit la semaine dernière, « tu sais ce qui me rend le plus heureux ? Non, dis-moi. C'est de voir que mes enfants t'adorent, qu'ils parlent de toi à l'école avec fierté. » Ils parlent de moi ? Emma a fait un exposé sur « Mon grand-père l'ouvrier ». Il souriait. Elle a expliqué à sa classe que les ouvriers construisent les voitures, les maisons, tout ce qui nous entoure. Et les autres enfants ? Ils étaient fascinés. Ils riaient. Ils trouvaient ça plus intéressant que les grands-pères avocats ou banquiers. Cette anecdote m'a ému aux larmes. Mes petits-enfants étaient fiers de moi, de mes mains calleuses, de mon travail à l'usine. La lettre de renonciation de Julien trône maintenant encadrée dans mon salon. Pas pour l'humilier, mais pour nous rappeler à tous les deux d'où nous venons et où nous avons failli aller. Mon nom est Bernard Lefebvre, j'ai 64 ans. Et mon fils vient de me dire qu'il est fier de porter mon nom. Après 12 ans de malentendus, d'accusations et de souffrances, c'est la plus belle victoire de ma vie de père. Quand Julien m'a dit « T'as rien fait pour moi », j'ai sorti la lettre qu'il avait signée. Le silence total qui a suivi a marqué le début de notre réconciliation. Cette lettre a été notre salut à tous les deux. Aujourd'hui, elle nous rappelle qu'on peut se perdre, mais qu'on peut aussi se retrouver. Qu'un père et son fils peuvent traverser les pires orages et retrouver le chemin de l'amour. Et que parfois, la vérité fait mal, mais elle libère. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'ici. Dites-moi maintenant, d'où nous suivez-vous ? C'est toujours incroyable de voir à quel point ces histoires touchent des personnes différentes. Et qui sait, peut-être que quelqu'un dans les commentaires vient d'un endroit très proche du vôtre. Alors, commentez, abonnez-vous à la chaîne et aimez. Ainsi, nous pourrons continuer à partager ensemble des histoires qui touchent le cœur.